Bien, écoutez, d'abord, bravo à tous ceux qui ont fondé l'école de l'engagement, Philippe et toute cette équipe engagée, qui a finalement réussi à s'adresser à vous, vous dire que vous, élèves, je ne sais comment on dit, apprenants, comment, auditeurs, c'est comme ça qu'a dit Laurence tout à l'heure, vous avez décidé de vous engager et de construire un parcours de réflexion à partir de votre histoire, géographie personnelle, de votre engagement dans votre vie professionnelle, personnelle, et de le convertir au champ public. C'est un acte difficile dans une vie, et nous avons tous un jour eu cette réflexion en solitaire, où un jour on se dit à quoi je sers, qu'est-ce que je fais dans ma vie, est-ce que je ne peux pas être un peu plus utile que ce à quoi le destin m'a destiné? Est-ce que la manière dont le monde marche ne me plaît guère? Comment pourrais-je intervenir, peser, essayer de le modifier? Bref, vous avez fait ce pas et je voudrais d'abord vous en féliciter et vous dire à quel point cela vous honore et cela honore tous ceux qui, pendant des décennies, c'est mon cas, j'ai consacré 18 années à la vie publique, beaucoup d'années au militantisme, sans être un responsable public ou un élu, et j'ai toujours vu ce qu'était la difficulté de l'engagement. C'est un mot magnifique, parce qu'il concerne, comme le disait tout à l'heure Laurence Rossignol, que je salue, Madame la vice-présidente du Sénat, connaissant elle-même son long et magnifique parcours, c'est un acte qui a un rapport avec autrui. Ce n'est pas qu'un acte personnel. Vous vous tournez vers l'autre, en vous disant, peut-être pense-t-il comme moi, il ou elle, peut-être est-il en désaccord avec moi, et est-ce que nous ne pourrions pas former une force? Donc vous décidez finalement de peser sur l'ordre ou le désordre du monde et d'aller rechercher à la fois ceux qui vous ressemblent ou ceux qui vous dissemblent, ne vous ressemblent pas, et avec lesquels vous allez entrer dans la discussion, le travail de conviction et l'action. Donc c'est un acte important qui, pour beaucoup de ceux qui l'ont accompli, ont changé leur vie. Donc vous allez changer votre vie, par vous-même, avec les autres et au contact des autres. Beaucoup l'ont fait dans le syndicalisme, dans les conseils municipaux pour commencer, les associations, même dans l'éducation de ses enfants ou même dans sa vie sentimentale, on a des moments d'engagement. Parce que dès qu'on dépasse le cercle du soliloque, hein, de moi et moi tout seul, on entre dans le champ de que se passe-t-il ailleurs? Et c'est donc ça qui est le point de démarrage de votre engagement, et qu'il y ait maintenant une école qui porte ce beau mot. Je veux remercier l'équipe de l'école de l'engagement. Remercier également le maire de Montpellier qui nous fait ce bel accueil, et son équipe aussi présente, parce que nous sommes dans une période importante où, chacun l'a compris, les événements de la semaine dernière nous le montrent, la France est devenue, au cours de la dernière décennie, le premier pays d'Europe pour la désertion civique des citoyens du système politique. Cela vaut pour tous les scrutins, et le phénomène s'amplifie d'une élection à l'autre. 33% aux élections départementales et régionales de participation, 41% aux municipales l'année passée, et en 2017, les dernières élections présidentielles et législatives, 5 millions d'électeurs qui s'étaient exprimés au premier tour se sont abstenus au second. Et en tout, 35% seulement des électeurs ont participé à la fois aux présidentielles et aux législatives. Vous voyez que nous sommes menacés de toutes parts, mais pour moi, je voudrais le dire ici et le partager avec vous, l'abstention n'est pas un silence. Il dit quelque chose. Et il exprime fortement quelque chose, surtout quand cette expression est aussi massive et aussi conjuguée. Et malgré les efforts de culpabilisation des responsables politiques d'un tour à l'autre, revenus en boomerang à la figure de ceux qui s'y sont risqués,
C'est un geste qui a été renouvelé, répété au deuxième tour de la semaine dernière. C'est donc même finalement le principe de la démocratie représentative qui est atteint. Le consentement du citoyen est supposé acquis par l'élection au suffrage universel, mais quelle est la légitimité d'un élu à 15% des inscrits? 15% des électeurs inscrits, c'est le chiffre moyen qui se cache derrière les élus municipaux, régionaux, départementaux et législatifs. Ça veut dire que quand vous êtes dans un car, un tramway, un métro, il y a 15 sur 100 personnes qui ont participé à l'élection de l'édile, du député, du conseiller de ceci ou de cela. Et voici donc le retour de la France du suffrage censitaire. C'est à l'époque de la monarchie, de Juillet, où la monarchie ne voulait pas de la République, a organisé le refus du suffrage universel et donc a décidé que ceux qui payaient un certain seuil d'impôt auraient le droit de participer au suffrage et à l'élection. C'était une manière de dire qu'il y avait du suffrage, mais qu'il ne fallait surtout pas qu'il concerne tout le monde. Et donc nous voici maintenant dans une espèce de grève civique, assumée comme telle, avec, à l'évidence, une dissidence générale et irrésistible dans un pays qui est le seul pays d'Europe où les élus sont si mal élus. Nous avons donc là un rapport à mettre en évidence avec les soulèvements durables que nous avons vus apparaître à travers les gilets jaunes, les protestations contre telle loi ou telle autre, la loi du travail sous le quinquennat Hollande, la loi retraite sous le quinquennat Macron, ces 20 millions de personnes qui ne se sont pas exprimées la semaine dernière, quand ils se réveilleront, est-ce que vous pensez que les braises sont définitivement éteintes ou est-ce qu'elles continuent de rougeoyer sous la cendre? Et lorsque l'atmosphère deviendra explosive, pensez-vous que les flammes ne vont pas se rallumer? Que vont faire ceux qui ont décidé de s'abstenir, de voter, de faire la grève civique, ont décidé d'entrer en action? Dans quel chemin le pays va-t-il s'engager? Et pour moi, je vois un rapport dans ce refus de voter qui, à la fois de défiance vis-à-vis du pouvoir que vis-à-vis des opposants au pouvoir. Puisque finalement, malgré le nombre incalculable de listes, j'ai vu qu'il y avait une région où il y avait 5 listes en Aquitaine, il y avait de quoi choisir normalement. Donc tout le monde pouvait, sur son menu, trouver chaussures à son pied. Eh bien non. C'est donc bien qu'il y a un problème qui va au-delà de ce qui est dans le menu. Et si le restaurant était mal tenu? Et si, finalement, on n'était pas d'accord avec la manière dont on devait se tenir dans le restaurant? Et si, toutes ces questions que se posent les citoyens, à quoi sert mon vote? À quoi bon? Est-ce que cela va changer ma vie? Est-ce que mon destin, tel qu'il est encastré dans la société, va changer parce que j'aurais fait l'effort un dimanche d'aller voter, même s'il fait mauvais, et je ne sais pas quoi faire ce jour-là? C'est donc bien qu'il y a une question sur les causes et sur les remèdes. Alors les causes. Le régime présidentiel, c'est-à-dire le pouvoir d'un homme, est devenu non plus présidentialiste, il est devenu jupitérien. Un seul homme décide de tout et donc de presque rien. Vous avez vu des organisations dans votre vie professionnelle où une personne décidait de tout, c'est là où ça marchait le moins bien, et d'ailleurs généralement ils ne décidaient pas de tout. C'est ce que nous avons. Certains votes d'ailleurs qui ont été prononcés, je pense au vote sur le référendum constitutionnel européen, c'était en 2005. 69% de participation, 5 ou 55% de votes négatifs. Pour la première fois, la construction européenne a été désavouée massivement par un électorat hyper mobilisé qui s'est exprimé de façon nette, claire et précise. Ce traité a été piétiné 3 ans plus tard, enfin ce vote a été piétiné 3 ans plus tard par l'adoption du traité qui avait été rejeté par le suffrage universel. Et je vois apparaître la désaffection de ceux qui participaient régulièrement au vote à partir de cette période, c'était il y a une quinzaine d'années, où on voit régulièrement monter le sentiment de défiance vis-à-vis du politique, qui est une question lancinante, certes, mais devenue de plus en plus d'actualité. Je regarde le droit qu'ont les gouvernements de choisir. C'est un sujet très important.
choisir le niveau de l'impôt, choisir le niveau de la dépense publique, choisir de faire telle ou telle réforme. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté, puisque nous sommes dans une école, je me permettrai de temps en temps de faire une petite digression pédagogique. La souveraineté, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été conquis sur les rois par le peuple en 1789 dans notre pays. 1787 aux États-Unis d'Amérique lors de la fondation de l'indépendance. C'est finalement, c'est un très beau mot, la souveraineté, puisqu'elle s'exerce collectivement par le suffrage universel, pas sans critère. C'est le droit de décider de notre destin collectif, de fabriquer le contrat tel qu'on le veut, et de nous engager ensemble dans tel chemin plutôt que tel autre. Ça, c'est la souveraineté. Nous avons renoncé à des parcelles complètes et entières de notre souveraineté, puisque notre budget, notre monnaie sont placés sous la tutelle de plus en plus serrée. Alors nous avons signé un traité de stabilité, de coordination et de gouvernance en 2012, approuvé en 2013. Il y a une règle d'or budgétaire qui aujourd'hui régit l'ensemble des activités gouvernementales et parlementaires sur l'essentiel, c'est-à-dire l'impôt que nous payons, que nous acquittons, la dépense que nous faisons dans l'intérêt collectif, et cela contraste furieusement avec la liberté que les entreprises transnationales peuvent prendre par rapport aux États, et la façon dont les États se sont menottés eux-mêmes dans des politiques dans lesquelles ils ne peuvent plus agir avec la liberté qu'ils avaient coutume d'avoir. Les passages en force institutionnelle sont devenus la règle des gouvernements. La loi travail, à l'époque du quinquennat Hollande en 2016, les gilets jaunes du quinquennat Macron manifestent cette confrontation entre « je passe en force, je n'écoute pas, je décide et débrouillez-vous ». Il reste quoi? La rue. Et encore, quand on n'envoie pas les CRS et que ceux-ci n'utilisent pas les LBD. Parce que là, ça commence à être extrêmement préoccupant. La réforme des retraites, c'est la même histoire. Et je regarde aussi un sujet qui est peu apparent, la généralisation des ordonnances. Qu'est-ce qu'une ordonnance? C'est le Parlement qui se dessaisit au profit du gouvernement. C'est le Parlement qui ne discute plus, ne vote plus de la loi, mais qui dit au gouvernement « je vous vote en 2 phrases une habilitation à faire mon travail à ma place ». C'est le harakiri du parlementaire. Combien y en a-t-il eu depuis 1960, à peu près, la naissance de la Ve République? Il y en a eu en 40 ans, entre 1960, ma date de naissance, à peu près, et 2000, il y en a eu 102. Entre 2000 et 2005, 184. Entre 2005 et 2013, 9 ans, 304. Et les 2 dernières années, il y en a eu 84. Donc nous avons aujourd'hui une multiplication du dessaisissement de vos élus au profit de personnes nommées. Et je peux continuer ce tableau de la description de l'irresponsabilité politique, c'est-à-dire ceux qui sont responsables. Pourquoi un député est responsable? Parce que vous l'attrapez par la manche sur le marché du dimanche, que vous faites le siège de sa permanence, vous lui envoyez une lettre incendiaire à laquelle il se sent obligé de répondre parce que quand même vous êtes son électeur. Vous êtes quand même le type qui, dans son meeting, au moment où va l'élection, lève la main et dit « Monsieur le député, j'ai une question à vous poser ». J'en ai eu. J'ai été député 15 ans, je peux vous dire. La rumeur publique va vite et la colère partagée s'exprime. Et nous avons aujourd'hui des élus qui disent « c'est plus moi, c'est l'Europe, c'est le gouvernement, tel sous-ministre qui va décider de l'ordonnance. De toute façon, l'ordonnance, après on l'approuve sans pouvoir l'amender. » Et puis vous avez un troisième phénomène, ce que j'appelle l'agenciarisation de la décision politique. Très beau mot. C'est la multiplication des autorités administratives indépendantes. Les agences, ça c'est la conception européenne de la politique. Surtout plus de politique, des fonctionnaires, indépendants, paraît-il, indépendants de qui? Oui, du gouvernement, oui, du peuple, oui, de la souveraineté, mais de quels intérêts? Croyez-vous que l'autorité des marchés financiers qui est censée réguler les OPA hostiles, celles qui détruisent les emplois, s'intéresse à la vie des gens? Non, ils s'intéressent aux intérêts économiques et financiers. Ils sont indépendants de qui? Oui, du ministre de l'économie qui n'a plus le droit de mettre un doigt dans le fonctionnement ou dysfonctionnement des fusions-acquisitions qui sont parfois destructrices pour les territoires, les emplois et la vie des gens.
Mais l'autorité des marchés financiers a pris l'autorité et elle a disparu du champ politique. Donc le ministre, quand on l'interroge à l'Assemblée nationale, parce qu'on peut encore les interroger, si les députés sont là, c'est fait pour ça, les sénateurs le font, eh bien, on leur demande, mais monsieur le ministre, qu'allez-vous faire dans cette affaire? Il dit, ah, c'est pas moi. C'est l'autorité Tartempoil, c'est l'autorité Tartempion. Et nous en avons multiplié quelques-unes, la CRE, je vous fais les acronymes, vous allez voir, l'ARCEP, l'ART, l'autorité de la concurrence, etc., etc. Dans tous les domaines de l'économie, le politique disparaît. Donc il ne gouverne plus, il assiste à la vie naturelle du marché et il n'a plus que les yeux, et les nôtres d'ailleurs, pour pleurer. Les élus sont donc en situation d'irresponsabilité. Donc le à quoi bon du vote et de l'abstentionnisme est parfaitement justifié. Puisque, à quoi ça sert? Car à chaque fois qu'on nous pose une question, on nous répond « Ah bon, on ne sait pas, c'est pas nous, peut-être bien, on verra, au revoir madame, revenez dans 5 ans ». Et la crise sanitaire a montré un nouveau travers. C'est le désir d'aller chercher désormais la responsabilité, puisqu'on ne peut plus l'obtenir sur le plan politique, sur le plan judiciaire. Vous avez aujourd'hui au moins je ne sais combien de ministres qui, à raison des décisions qu'ils ont prises ou pas prises dans la crise sanitaire, sont attraits devant les tribunaux pénaux à raison de leur responsabilité pénale. C'est une manière, pour moi, de dire qu'il n'y a plus de responsabilité politique. On est obligé d'aller demander à un juge d'instruction d'enquêter, d'abord parce qu'on ne peut plus avoir les informations, et surtout, c'est pour moi une dérive. Car, après tout, si les décisions politiques étaient assumées, il ne serait pas nécessaire qu'il y ait des juges d'instruction pour corriger les hommes politiques. Les hommes politiques doivent répondre de leurs actes devant le peuple et non pas devant les tribunaux. Car les tribunaux ne sont pas chargés de donner la voix du peuple et l'orientation que celui-ci pourrait être en droit d'obtenir de ses gouvernances. Alors, prise du pouvoir des marchés sur notre société, abandon de souveraineté en tout genre, absence et dilution de responsabilité de ceux qui décident pendant ce temps. La masse des citoyens dissidents, 20 à 30 millions de citoyens désespèrent, pour la plupart appartenant aux classes populaires et classes moyennes, et ils composent la plus grosse cohorte de ceux qui détiennent le sort et l'avenir de notre pays. Ce sont ceux qui ont fait l'élection de Jacques Chirac, la fracture sociale, qui ont soutenu le projet de Nicolas Sarkozy de travailler plus pour gagner plus. Ceux qui ont entendu François Hollande parler, mon adversaire, c'est la finance, je vois que vous en souvenez parfaitement, ou qui se sont laissés timidement quand même tenter par Emmanuel Macron lorsqu'il a défendu sa révolution, qui fut en vérité une restauration. Ils sont, ces Français désespérés, la France périphérique, exclus des centres-villes gentrifiés, ils n'appartiennent pas à la centralité des métropoles. Dans notre pays, les métropoles ont tout. L'argent, les sièges sociaux, la culture, le patrimoine, les emplois, les médias, l'avenir, et les hommes et les femmes politiques qui ont du poids. Mais les autres. Ceux qui désespèrent, ce sont les oubliés de l'économie et abandonnés de la politique dans les moyennes et petites villes, les banlieues, sous la France périphérique et la France rurale. Et ils ont été régulièrement méprisés par les responsables politiques de droite comme de gauche, qui n'ont jamais voulu entendre leurs appels à lutter contre une mondialisation prétendument heureuse, c'est comme ça qu'on la présentait, mais qui en vérité était malheureuse. Combien ont dû décider de faire sauter des bouteilles à gaz pour qu'on les entende dans les médias lorsqu'ils avaient une lutte sociale à faire valoir sur une fermeture d'usine dans un endroit improbable, au large de Casseville, au fond de l'Aveyron? Combien de fois ont-ils été obligés d'employer des moyens extrêmes pour ne serait-ce que leur lutte, leur message, leur désespoir fussent entendus? Ils sont exclus de l'agenda médiatique, de l'ordre du jour de la discussion politico-mondaine des médias. Ils sont, d'ailleurs, les victimes, pour moi, de l'indifférenciation politique et de la conversion de la gauche à la pensée unique de la classe dominante. Et ils sont donc les premières victimes massives, 30 millions de personnes, de l'impuissance politique qui forme le corps central de la décision future du pays. Voilà pourquoi je trouve extraordinaire ce que vous avez fait dans cette école de l'engagement,
car vous-même, d'où vous venez, vous devez reprendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, ça n'est pas donné de naissance. Il faut soit l'apprendre, il y a des écoles pour ça qui prétendent l'apprendre à des générations, j'allais dire des nouveaux, de la nouvelle noblesse d'État. Et puis, il y a ceux qui se forment sur le terrain et qui l'apprennent par leurs efforts. C'est un peu ce qui m'est arrivé grâce à l'école républicaine. Et puis il y a ceux qui n'ont pas pu. Eh bien, cette école a pour but d'organiser ce que exprimait parfaitement tout à l'heure Philippe Brun, que je salue à nouveau pour la justesse de son propos, l'école de Bernie Sanders, qui a permis de peser sur le champ des événements en nommant, en suscitant des orateurs venus de ces profondeurs pourtant majoritaires, mais qui n'ont pas la parole. Prenez-la, apprenez à l'apprendre. Nous transmettons autant que nous pouvons. C'est le sens de cette rencontre et de cette visite collective et commune. D'ailleurs, je vais vous dire, en réfléchissant dans le train sur mon propos, le propos que j'allais vous tenir, je me suis dit, moi-même, je suis finalement aussi un produit de l'impuissance politique. J'ai arrêté la politique. Je n'y croyais plus. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'engagement », qui pose ces questions-là parce que, en étant arrivé au ministère de l'économie, un endroit où, normalement, on doit pouvoir agir, intervenir, être fier un peu des quelques décisions qu'on prend, j'ai fait l'apprentissage de l'impossibilité d'agir. Et là, c'est un sujet très important, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer des entreprises qui sont conformes à mes valeurs, des petites boîtes. On part de zéro. Hein, comme on montrait une boucherie, mon grand-père a fait ça, il était garçon de boucher, il a monté sa boucherie en Saône-et-Loire. Hein, boucherie Montebourg, le régal de toujours. Oui, oui, la Rosette Montebourg, le régal de toujours. Eh bien, pourquoi ai-je fait ça? Mais parce que c'était une manière de concrétiser ce que je n'avais pas pu faire dans l'action publique et politique. Donc, l'action politique à laquelle vous vous intéressez, mesdames et messieurs, c'est l'art de rendre possible les aspirations du plus grand nombre. C'est se poser la question tous les matins, qu'est-ce que mon action, ou l'action politique d'organisation de la cité, pourrait faire pour se rendre utile aux yeux de ceux qui n'y croient donc plus. C'est le sujet de dissertation personnelle, collective, que nous allons agiter à l'école de l'engagement. Alors, c'est un peu, finalement, ce que moi j'appelle le bloc populaire. Ces 30 millions de personnes issues des classes moyennes et classes populaires qui font la France, qui font tourner la France, qui la font d'ailleurs, vous êtes issus de ces professions, qui font tourner la France, les services publics, les boîtes privées, les territoires, les petites villes, et qui n'ont pas la parole, ne sont pas considérés. Pour moi, ce bloc populaire-là, il est majoritaire, sociologiquement. S'il se réunifie dans des choix politiques, il prend le pouvoir et il change le destin du pays. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour convaincre tous ces gens de devenir les maîtres de leur destin? Je me suis posé cette question en venant vous voir. Déjà, et c'est la mission première, je crois, d'un gouvernement, proposer du travail à tout le monde. Finalement, le plein emploi. Beaucoup de pays dans le monde l'ont réalisé. Ce qu'on appelle le plein emploi. C'est tous ceux qui veulent du travail, on leur propose du travail. On ne leur propose pas des allocations. On leur propose du travail. C'est très important. J'ai vu que la gauche s'était mise à proposer des allocations universelles en proclamant la fin du travail. Moi, je ne crois pas à la fin du travail. Je suis comme Victor Hugo, je pense que le travail s'exerce fièrement. C'est le lieu de la reconnaissance, de l'action commune, l'endroit de l'interaction, de la promotion sociale, de la dignité, de la fierté, de l'exercice d'une compétence au regard de celle des autres. Donc il n'y a pas de fin du travail. Et parce qu'il y a quelques robots qui prétendraient nous remplacer, personne ne remplacera jamais le cerveau humain. Pas même ni Elon Musk, encore moins Bill Gates. Parce que le cerveau humain est une création inatteignable et indépassable. Et c'est le cerveau qui fait travailler les mains.
On dit c'est du travail manuel, mais qui travaille avec ses mains travaille avec sa tête, vous le savez bien tous. C'est pourquoi je crois que la première des choses à laquelle un gouvernement de bloc populaire devrait s'attacher est de proposer du travail et non pas des allocations. Un jour, je suis allé à Pipriac, excusez-moi, en Bretagne, pardon les Bretons. Je ne parle pas le bretzan, je parle le patois bourguignon. Morvandieu, excusez-moi, Régine va m'en vouloir, c'est de Saône-et-Loire comme moi, alors je veux bien trahi, non, patois bourguignon. Et à Pipriac, je suis allé voir un territoire zéro chômeur. Et il y avait le fondateur du programme Territoire zéro chômeur. Il a dit, ben voilà, il y a eu une idée assez simple, mais quand même à laquelle personne n'avait pensé, donc hommage. Et il a dit, voilà, on reçoit des allocations chômage. Ben, au lieu de donner des allocations chômage, il y a plein de travail à faire, dans l'intérêt général, dans des entreprises, de toutes sortes. Ben, les personnes, au lieu qu'on leur propose une allocation chômage, en les soupçonnant d'ailleurs de ne pas vouloir travailler, dès lors qu'ils demandent un travail, ben, avec l'argent d'allocation chômage, ben, donnons-leur un travail. Et donc, organisons le financement avec l'allocation chômage de ce travail, et donc versons des salaires, plutôt que des allocations. Et le créateur, un monsieur issu du catholicisme social, qui m'avait beaucoup plu, a dit la chose suivante, il a dit « Les gens ne veulent pas d'allocation, ils veulent un travail. Et ceux qui sont là, qui travaillent, on est allé leur serrer la cuillère, ils étaient tout à fait heureux d'avoir cette considération-là de la société. » Eh bien, la première des choses, dans un pays comme le nôtre, c'est de s'occuper de ça. Est-ce qu'on a tout essayé? On n'a rien essayé du tout. Pour une raison simple, c'est que lorsque on s'aperçoit pendant la pandémie qu'il nous manque la moitié, pour ne pas dire la totalité, des utilités pour soigner un pays de 67 millions de personnes, on n'a pas de paracétamol, on n'a pas de tests, on n'a pas de masques, on n'a même pas trouvé les moyens de rapatrier d'urgence les usines de fabrication, alors qu'on a Sanofi, qu'on a UPSA, de fabrication du paracétamol. On a été, figurez-vous, en rupture de stock de Doliprane. Voilà où en est la France. Eh bien, nous avons fait un calcul avec quelques ingénieurs et nous nous sommes dit, comment fait-on pour remonter le niveau industriel de la France qui s'est écroulé à un niveau acceptable, c'est-à-dire 4 ou 5 points de richesse nationale? On est à 11%. La part industrielle dans la richesse nationale, c'est 11%. Les Allemands sont à 23%. Les Italiens sont à 19%. Les Espagnols sont à 15%. Comment on fait pour repasser au-dessus des Espagnols? C'est pas l'euro, parce que c'est quand même pas la Suisse, mais enfin quand même. On pourrait se préoccuper de ça. Eh bien, nous avons fait les comptes. Il faudrait qu'on relocalise sur le territoire français tout ce qui est parti en Chine ou ailleurs, l'équivalent de 75 milliards de chiffre d'affaires sur le sol national. Ça paraît énorme, 75 milliards. Mais si vous investissez 10 milliards, vous pouvez obtenir 75 milliards de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'ont fait les Japonais? Les Japonais, c'est la 3e puissance mondiale. C'est un pays qui est 2/3 de la taille de la France, plus petit. Les Japonais ont créé et rapatrié 1600 usines de Chine en l'espace de 2 ans, depuis la crise du Covid. Et ils ont financé ça. Nous en sommes à 50 projets, entre 50 et 60. Les Japonais, c'est 1600. Donc ils ont pris leurs entreprises, ont dit maintenant, vous rentrez à la maison. Je vous paye ce qu'il faut payer, mais c'est moi qui décide où est-ce que vous allez aller. Dans tel secteur, puis tel autre, et enfin celui-là. Et vous irez ici, vous irez là, vous penserez à faire ceci, à faire cela. C'est-à-dire que l'alliance entre l'État et les entreprises japonaises très puissantes et multinationales, ce sont des entreprises qui nous vendent des voitures à nous, en France, a été si forte qu'ils ont réussi à relocaliser 1600 entreprises sur le sol national. Cela pourrait faire entre 2 ou 3 usines par département. Ça changerait déjà le sens de la dérivée. On se dirait, il est donc possible que la politique serve à quelque chose. Mon bulletin de vote, enfin, a un sens. Après, travailler, d'accord, mais à quel prix? Les salaires. C'est le sujet, les salaires. C'est le sujet des Gilets jaunes. Qui a dit comment on fait pour vivre de son travail quand on n'a que son travail pour vivre. Et là aussi, depuis 20 ans,
la question des salaires est une question taboue et interdite. Il y a même des économistes de la banque Natixis, et ce n'est pas une officine mélanchoniste, la banque Natixis. M. Patrick Artus, qui a écrit un livre qui s'appelle En finir avec l'austérité salariale, et il en a fait un deuxième, qui était encore plus provoquant. Il a écrit « Et si les salariés se révoltaient ?» Mais ça, c'était 2 ans avant les Gilets jaunes. Ben, c'est ce qui s'est passé. Donc la question des salaires, du partage de la richesse, ne peut pas se réaliser quand on travaille dur, qu'on aime son travail, qu'on y met tous les efforts et l'application, par de la redistribution fiscale. La première, c'est d'abord que tout travail mérite un salaire. Il faut parler augmentation de salaire. Et il faut l'assumer, secteur par secteur. Est-il normal qu'on ait considéré que les soignants, les fameuses premières lignes, les premiers de corvée, on leur donne une prime de 1 000 € et puis après, ça y est, pour solde de tout compte? Est-ce que vous pensez, dans les services publics, que les profs sont bien payés? On leur confie nos enfants. Regardez comment nos instituteurs nous ont manqué lorsque nous étions nous-mêmes dans la difficulté de devoir éduquer nos propres enfants, avec nos propres moyens quand ils étaient à la maison. Regardez quand ils en ont 30 dans une pièce, toute la journée. Nous savons tout cela. Regardez comment aujourd'hui, dans les entreprises, la distribution des dividendes s'effectue exclusivement pour le propriétaire du capital et pas pour le salarié. Alors moi je pense, et c'est le moment de le dire, qu'il faut ressusciter le projet du gaullisme englouti qui était le partage du capital avec les salariés. D'ailleurs, lorsque le gouvernement a donné 120, 130 milliards de prêts aux entreprises pour qu'elles se débrouillent dans la période difficile, ces 130 milliards, ce sont des dettes qu'il va falloir rembourser. Toutes ne le pourront pas. Le gouvernement pourrait décider de les convertir en actions et de faire distribuer les actions aux salariés. Ça permettrait aux salariés d'abord d'entrer dans la discussion de l'entreprise, de s'intéresser à ce qui se passe dans l'entreprise, petite ou grande. Je le fais dans les miennes. Franchement, il n'y a rien de plus agréable que de discuter avec ceux que vous avez un jour embauchés, qui sont des gens qui s'intéressent à votre entreprise, qui ne sont pas là pour faire métro, boulot, dodo. Et c'est intéressant de discuter avec eux de ce qu'on va faire ensemble. C'est quand même mieux. Et pour eux, c'est mieux de considérer que cette entreprise est un peu la leur et qu'ils peuvent, si jamais elles gagnent un peu plus d'argent, en bénéficier. Ça leur donne de la motivation, de l'entrain et, si possible, du plaisir au travail. Ce sujet-là est un sujet central. Les Allemands l'ont résolu par une présence des salariés dans les conseils d'administration à quasi-parité. Et le partage de la richesse se fait là où elle se crée dans l'entreprise. Je préfère, plutôt que le concours l'épine des impôts nouveaux qu'on trouve dans les programmes du Parti socialiste depuis 20 ans, qu'on entre maintenant dans le débat du partage de la richesse là où elle se crée dans l'entreprise. C'est là que la richesse doit se partager et c'est là que le travail doit être récompensé. Cette alliance capital-travail, c'est la stabilité pour un capitalisme qui accepte l'humanité du monde et considère que nous avons le devoir de nous unir. Alors évidemment, on va lui dire, oui, mais enfin, tout ça, c'est bien, mais le climat, ça chauffe. Oui, tout le monde, tous les Français, et y compris ceux des classes populaires et moyennes, tous les Français veulent affronter l'angoisse climatique. Il n'y a pas que les jeunes générations qui se posent la question de ce qui se passera pour eux dans 50 ans lorsqu'ils auront mon âge. La question, elle est posée pour tout le monde. Mais si chacun voit que la nature ou la planète qui meurt à petit feu est capable de se venger des excès de l'homme, tout le monde sait qu'il n'y a pas de solution écologique à la disposition des personnes qu'on chercherait à culpabiliser. Soit la société s'organise autrement, et on remplace le diesel, on abandonne le pétrole, on change les dispositifs à disposition de l'humain, et auquel cas tout le monde participera à la transformation écologique de la société. Mais la position qui consisterait à dire « attention, c'est pas bien de faire ci, vous ne devriez pas faire ça » et jeter l'opprobre sur des pratiques dans lesquelles nul ne peut rien faire. Si je conduis avec du diesel, c'est parce que le diesel a été défiscalisé pendant 50 ans.
Si je construis ma maison avec de l'acier et du béton, c'est parce que c'est ce qu'il y a de disponible de moins cher sur le marché. Il y a donc un effort et une responsabilité des puissances publiques et privées à organiser la transformation écologique de l'économie. Et il est impensable de transformer écologiquement l'économie de l'agriculture et de l'industrie, c'est-à-dire en fait assumer la fin du pétrole, remplacer les véhicules thermiques par des véhicules à batterie électrique et l'hydrogène, remplacer le ciment et l'acier par le bois dans la construction, remplacer le plastique par le papier et le végétal biodégradable. Il n'y a pas de solution si il n'y a pas des investissements massifs qui viennent à la fois des États et des entreprises. Les agriculteurs ne le feront pas, ils ne le peuvent pas, ils n'en ont pas les moyens. Les entreprises, les PME ne le peuvent pas seules, elles n'en ont pas les moyens. Et les Français seuls ne changeront pas le cours du réchauffement climatique de la planète. Il va donc falloir organiser les choses, et cela passe par le destin et le choix politique. Voilà ce que je veux dire. C'est que ce ne sont pas les classes populaires qui devront payer, encore une fois, la facture appauvrissante de la transition énergétique et écologique. C'est un sujet central. Bien sûr que le bio, c'est bon pour tout le monde, mais qui va le payer? Cette question est centrale. Bien sûr que la voiture électrique, c'est mieux que la voiture diesel, mais qui va la payer? Il va donc falloir que tout le monde se donne la main dans un effort de solidarité pour que l'écologie gagne. Il faudra qu'elle soit partagée par le plus grand nombre et par tous, et par les classes populaires. Et elle sera populaire ou elle ne sera pas. Il n'y aura pas d'écologie menée par une élite sur le dos du plus grand nombre. Il y aura une écologie partagée par tous, devenant populaire, et qui s'installera. Il y a donc bien là, je crois, de quoi faire. Dans une vision de l'écologie que nous portons tous, mais qui suppose une attitude consistant à rassembler autour de la question écologique et non pas à punir, montrer, désigner, culpabiliser. Alors la gauche, puisqu'il faut y venir, n'a pas été capable, on le sait, dans ces 20 dernières années, de rééquilibrer le système économique libéral, européen, mondialisé. Et elle a, on le sait, abandonné les classes populaires à leur sort. Elle leur a même fait payer, dans le quinquennat Hollande, le prix de la facture de la crise financière. Il y a un rapport très intéressant de McKinsey. C'est intéressant de citer McKinsey parce que ce n'est pas une officine bolchevique. C'est une des 4 majors américaines du Conseil qui a fait l'analyse de l'état du pouvoir d'achat dans les 30 pays de l'OCDE, dont fait partie la France. 580 millions de ménages, c'est-à-dire 72% des ménages, ont vu dans la dernière décennie leur pouvoir d'achat stagner ou diminuer. Comparé à la décennie précédente, c'était seulement 10 millions de personnes qui avaient vu leur pouvoir d'achat être traité de cette manière. On comprend mieux pourquoi Trump l'a emporté, pourquoi le Brexit l'a emporté, pourquoi les extrémistes sont partout, puisque c'est un scénario massif qui ressemble à celui des années 30 dans les pays occidentaux anciennement riches. C'est qu'il y a un appauvrissement de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'économie a continué à créer de la richesse, mais cette richesse est allée à 82% dans le patrimoine de 1% des ménages. Les noms sont connus, sont dans le classement Forbes ou Challenge, une fois par an. Voilà. Donc vous avez cet écart considérable qui, aujourd'hui, dit « À quoi bon vais-je voter? Que peut la politique contre ce monde injuste dans lequel nous vivons, où moi, je finis mon mois le 15, et où d'autres ont des capacités de revenus considérables. » Et je ne crois pas qu'il s'agisse d'un pays jaloux. Je crois que c'est un pays qui est régi par l'esprit de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. L'égalité n'est pas l'égalitarisme, elle est l'esprit de justice, tout simplement. Je l'avais dit à M. Carlos Ghosn, lorsqu'il était à la tête de Renault, je disais, vous savez, vous demandez à geler les salaires des ouvriers et des cadres de Renault. Mais vous, que faites-vous pour votre salaire de 12 millions par an? Il dit, ah, mais j'ai accepté qu'il soit gelé à Paris. Oui, mais il continue de progresser à Tokyo. Cet état d'exception pour la classe dirigeante
quand la classe laborieuse, elle, ne subit jamais l'exception, est un sujet d'injustice, pas seulement d'inégalité. Donc je veux parler des injustices. Et pour réussir ce sur quoi je planche devant vous aujourd'hui, c'est-à-dire la construction d'un bloc populaire majoritaire et fort, nous avons besoin d'un État fort. Oui, d'un État qui prenne de la force sur les puissances économiques et les puissants. Et aujourd'hui, si nous avons besoin d'un État fort, je le trouve bien faible. Il est faible devant le pouvoir des entreprises transnationales, il est faible face au conseil d'administration des entreprises du CAC 40, il est faible face aux injonctions de Bruxelles et de l'Europe. Le prix de l'électricité, c'est plus nous. Les barrages, on doit les privatiser, c'est les nôtres, c'est pas ceux de Mme van der Leyen. Le sauvetage d'Air France, on est obligé d'accepter, pour mettre 7 milliards dans Air France, on est obligé d'accepter de donner des créneaux de vol à des compagnies low-cost anglo-saxonnes à Orly. Mais Orly, c'est chez qui, dites donc? C'est l'aéroport inauguré par le général de Gaulle en 1964. Ce n'est pas une possession bruxelloise. Excusez-moi. Il est bien faible, l'État, aujourd'hui. Il est faible devant les GAFAM. Il est faible devant la Chine. Il est même parfois tellement laxiste avec les puissances privées qu'il en devient odieux avec le peuple mécontent. Il est autant complaisant avec les forts qu'il est abusif avec les faibles. 135 € l'absence de masque. C'est la LBD pour les raves parties des jeunes qui cherchent à festoyer. C'est quand même ça, l'état d'injustice de notre pays. Je voudrais que vous connaissiez, puisque nous sommes dans une école, le prix de la trahison de la France quand on est patron d'une entreprise du CAC 40. Entre 10 et 15 millions d'euros. C'est pas cher, je trouve, parce que la France, pour moi, elle vaut beaucoup plus que ça. Monsieur Tron, patron d'Alstom. Monsieur Pilinco, patron de Technip. Monsieur Lafont, patron de Lafarge. Il y en a encore. Ah! Et combien d'autres? À chaque fois, ils se vendent. Ils vendent à l'étranger. Nos centres de décision foutent le camp à l'étranger. Nos laboratoires de recherche-développement, nos sièges sociaux, nos usines en subissent les conséquences. Allez à Belfort, ils vous raconteront ce qui s'est passé sur Alstom. J'en ai même fait le chapitre d'un livre. 15 millions, c'est le prix du chèque que M. Combe, patron d'Alcatel, a touché pour vendre Alcatel à Nokia. Et pourtant, je lui avais dit, mais c'est nous qui devrions acheter Nokia. Et non pas Nokia qui devrait acheter Alcatel. Mais il avait des fins de mois à finir. 15 millions. 20 millions Cron, 13 millions Lafont, 11 millions ou 9 millions Pilinco. Voilà le prix de la trahison de la France. Des gens à qui, personnellement, j'aurais retiré la Légion d'honneur. Et nous avions le pouvoir de les bloquer. Mais nous ne l'avons pas fait. Complaisant avec les forts et abusif avec les faibles. Voilà ce qu'est l'état d'aujourd'hui du macronisme arrogant. Et je veux ajouter que il y a une très belle phrase dans Ruy Blas, phrase de Victor Hugo. Nous sommes dans une école, alors je me permets de revenir à mes fondamentaux et de vous en faire profiter. Victor Hugo met en scène Ruy Blas, le valet qui se révolte contre l'injustice créée par son maître, et il dit « Chacun se fait dans un coin de l'infortune publique une fortune privée ». C'est l'état de la France aujourd'hui. Il y a un état de pillage par les élites de notre pays. Il est temps d'y mettre fin. Et la bataille contre Macron sera celle-là. Et je puis vous dire que nous disposons des preuves, des documents, des informations, et nous les rendrons publics. Ça commence aujourd'hui devant l'école de l'engagement à Montpellier. Alors pour réussir le bloc populaire, évidemment, il faut, excusez-moi aussi, que nous fassions l'effort de quelques révisions déchirantes sur les sujets de la sécurité, l'immigration et les sujets régaliens. Je voudrais vous en dire un mot parce que c'est un sujet important. Aujourd'hui, les Français sont orphelins de politique. Ils n'ont pas trouvé chaussures politiques à leurs pieds. Pourquoi? La droite est trop libérale, et la gauche est trop libérale sur les sujets économiques et sociaux.
et la gauche est trop laxiste sur les sujets régaliens. Donc évidemment, les Français n'arrivent pas à se situer. Alors ils sont immobiles. Ont-ils envie, pourtant, de se jeter dans les bras de la famille Le Pen? Je ne le crois pas davantage. Mais s'il n'y a qu'elle, ce sera elle. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'il n'y ait qu'elle. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est nécessaire de réfléchir à la façon dont aujourd'hui le pays qui s'inquiète d'avoir un État faible en matière économique et sociale, d'un État d'ailleurs incompétent en matière régalienne, se demande comment il va prendre la décision et où il veut aller l'année prochaine. Alors je voudrais dire aujourd'hui les choses telles qu'elles doivent être dites, et je voudrais que vous m'apportiez la contradiction si je me trompe. La lutte contre l'insécurité suppose de reconnaître la montée de la violence dans la société, qui frappe ceux qui savent le moins ou peuvent le moins se défendre. Les femmes, il y a un sujet des violences contre les femmes dans ce pays, les personnes âgées, les citoyens les plus démunis. Et il s'agit de renouer avec la police de proximité et de coopération avec la population. Comme, d'ailleurs, les villes les plus criminogènes des États-Unis d'Amérique ont su le réimaginer. C'était New York et Chicago. Ils ont su le faire. En créant non pas la fracture entre la police d'un côté et la population, qui envoie ses légions réprimer ceux qui manifestent, mais qui, au contraire, s'unissent pour faire reculer la délinquance au bénéfice de tous. Le droit à la sûreté est un des droits de l'homme fondamentaux dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a le droit de vivre dans la tranquillité publique. Et le chemin, c'est donc celui des retrouvailles et de la confiance entre la police et la population. Et ça demande un changement de méthode, de nature culturelle, qu'il faut conduire. Et les résultats seront longs à venir. Je me souviens qu'un certain Nicolas Sarkozy a démonté méthodiquement la police de proximité qui avait été laissée comme un héritage positif par mon ami et émérite Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, qui avait une vision. La réussite du bloc populaire nécessite de donner corps à l'exigence républicaine de l'effectivité de l'application de la loi pour tous, quelle que soit sa condition. L'impunité, qu'on soit puissant ou misérable, est ravageuse pour l'État et la République, qui donne le sentiment de faiblesse, d'absence, d'incapacité, de zone de non-droit, quand elle s'est rappelée à ses concitoyens les plus honnêtes le moindre écart. Le contrat social n'a de sens que s'il s'applique partout et pour tous. Sinon, est-ce un contrat ou un chiffon de papier? La République, partout, pour tout le monde. Sinon, est-ce une République? Voilà ce que les citoyens se posent comme question. Posons-nous les mêmes ensemble. De la même manière, au moment où la pression migratoire mondiale s'accroît, c'est un sujet aujourd'hui qu'il ne faut pas dissimuler, qu'il faut regarder en face avec à la fois humanité et clarté. La pression migratoire s'accroît, particulièrement sur l'Europe, mais c'est le cas de tous les pays qui vivent aux côtés les uns des autres, riches et pauvres, mais vouloir maîtriser son destin, le choisir, le décider, c'est reconnaître des vertus à la frontière et à l'existence des frontières. Régis Debray, un autre philosophe qui fut l'auteur du discours de Cancun de François Mitterrand, a écrit un livre dont je vous conseille la lecture qui s'appelle L'éloge de la frontière. La frontière, il dit, c'est la limite entre ce qui est autorisé et interdit. C'est un peu ce qu'on apprend à l'enfant. Il y a une chose au-delà duquel il ne peut pas aller. C'est une transgression qu'il faut empêcher. La frontière, c'est le droit pour une nation de décider ce qu'elle veut, y compris sur l'entrée des marchandises si elle le souhaite, y compris sur l'entrée des personnes indésirables si elles ne les souhaitent pas. C'est ça, ce droit collectif dans une république, de décider souverainement de qui on accueille, de qui on ne veut pas, et cela doit relever de choix collectifs, librement débattus. Et de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas accepter, et nous en revenons à la phrase de Michel Rocard, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, même si nous en prenons notre part. Il y a une deuxième partie dans la phrase. C'est que l'immigration, ce n'est pas l'opposition d'un droit individuel à un choix collectif. C'est une politique menée collectivement qui décide, car nous avons une tradition accueillante, nous avons une tradition d'ouverture qu'il faut maintenir, mais nous devons choisir
de la manière dont nous voulons l'exercer. La France est ouverte, accueillante, mais elle doit garder le contrôle. Est-ce que nous avons assez de logements? Est-ce que nous avons du travail à offrir? Est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que nous ne devons pas organiser comme au Canada, qui n'est pas un pays oppresseur, qui est un pays très ouvert, la dispersion géographique plutôt que le regroupement ethnique et communautaire qui ruine le fonctionnement de nos écoles et de nos services publics, que nous voulons défendre, y compris pour ceux qui ont fait l'effort de l'intégration, car nous vivons une crise en France de l'intégration. Et cette crise, elle est ressentie, y compris par les dernières générations issues de l'immigration, qui disent « Nous avons fait des efforts, exigez-les mêmes dans l'apprentissage de la langue, des mœurs, l'intégration par le travail, la construction de la mixité, parce que sociale, tout simplement, le mélange, qui est la force de notre pays et qui a fait le rayonnement de ses penseurs, de ses scientifiques, de ses artistes et de son peuple. Voilà pourquoi ces questions doivent être posées et traitées. Est-ce que nous ne devons pas exiger dans le regroupement familial l'apprentissage de la langue, ce que font tous les pays européens, et y compris ceux les plus ouverts comme l'Allemagne, la disposition de ressources ou l'existence suffisante de logements? Bref, nous avons fort à dire. Je voudrais citer là le préfet Didier Lesky, qui est un ami proche que j'aime beaucoup, qui a écrit un très beau livre chez Gallimard, un petit livre, 4,50 €, qui s'appelle « Immigration, le grand dérangement ». Très facile à lire, très clair et tout à fait net. Et il dit ceci, il dit « L'idée qu'il faudrait permettre à tous ceux qui veulent s'installer ici et maintenant de le faire est une utopie qui ne peut provoquer que du chaos. Une hospitalité pour tous devient une hospitalité pour personne. » Nous avons besoin de maintenir l'hospitalité. Donc il faut la modérer, il faut la contrôler, il faut la tempérer. C'est une politique d'immigration qu'il nous faut. Et je préconise l'alignement des conditions d'accueil sur les autres pays européens les plus ouverts comme l'Allemagne, qui sont plus riches que nous, d'ailleurs, mais qui sont beaucoup plus restrictifs que nous dans l'accueil. Conséquence, la France, finalement, accueille les perdants des systèmes restrictifs voisins de tous les pays européens qui nous bordurent. Renouer avec les classes populaires, donner le pouvoir à ce bloc populaire, c'est retrouver le chemin des sujets difficiles, vous l'avez vu, et orphelins. Un sujet orphelin, c'est un sujet qui n'est traité par personne. Un sujet marronnier, c'est un sujet dont tout le monde parle, mais dont tout le monde se fiche. Mais le sujet orphelin, c'est celui que chaque citoyen ressent, dont on ne parle pas, et qui fait que pourquoi aurait-il envie d'aller voter? C'est donc retrouver le chemin de ces sujets difficiles. C'est abandonner l'obsession des droits individuels et construire la force du choix collectif. C'est réviser nos préjugés pour avancer vers ceux qui cherchent un chemin, une solution dans la République et non pas contre elle. Et donc avec la République, en son sein, avec la générosité qui est celle de notre histoire et de notre géographie. Et pour cela, il faut donner la certitude que la République appartient à tous. Pas particulièrement à certains, mais pas moins qu'à tous les autres. Et c'est la tâche de votre école, dans cette école de l'engagement, que finalement de ouvrir ces chemins, de les redébroussailler à nouveau. Et la création, à mes yeux, la construction, la victoire de cette majorité sociologique du bloc populaire, pour moi, est une chose parfaitement possible dans les mois qui nous séparent de l'élection présidentielle à venir de 2022. Elle est même souhaitable, parce qu'elle propose le récit d'une nouvelle espérance pour toutes celles et tous ceux qui ont été abandonnés, à juste titre, par la politique. Et elle nous évitera de faire passer la France entre les mains de la famille Le Pen, comme si nous avions besoin de passer par la case Trump pour espérer un jour en France une présidence Biden à la française. Nous pourrions en faire intelligemment l'économie. Elle suppose une vision nouvelle, des forces nouvelles, un raisonnement nouveau, une prise en charge assumée, décidée, organisée des intérêts des classes moyennes et populaires, oubliées par 20 ans de politique. Pour ma part, je suis déterminé à défendre cette vision et à construire cette configuration nouvelle. La gauche, épuisée, n'a plus grand-chose à dire sur ce qu'elle aurait dû faire, elle n'a pas eu le courage de faire, et je crains que parfois elle se remette à répéter en boucle les erreurs qu'elle a déjà commises et qui l'ont menée là où elle se trouve aujourd'hui. C'est donc une force nouvelle qu'il faut s'appliquer à faire surgir
pour donner, comme disait l'excellent Winston Churchill, un coup d'épaule à l'histoire. Alors croyez bien que je vais désormais m'employer maintenant à cette tâche, et croyez surtout dans ma détermination, s'il le faut, et le moment venu, apprendre avec la liberté absolue et l'esprit de sérieux que vous connaissez, la responsabilité d'une candidature à l'élection présidentielle l'année prochaine pour faire triompher ce projet du Bloc populaire pour la France. Vive l'école de l'engagement, vive Montpellier l'Occitane, et vive la République, et vive la France. De pouvoir poser toutes vos questions à Arnaud. Levez la main comme à l'école, on est à l'école.